Bonjour à tous, donc effectivement Jérôme Billois de Wavestone. Moi je vais vous parler de la blockchain. Alors, la blockchain, vous le savez, ça a été peut-être le buzzword de l'année 2016 et on va le traiter sous deux angles. Une technologie vraiment inviolable, on va voir ce qui s'est passé durant l'année, et une révolution juridique, et donc Garance. Voilà. Alors, pour commencer, ce que je vous disais, c'est le buzzword de 2016. Pour tout un chacun, on l'a vu, on n'arrête pas de le voir. Mais finalement, c'est un buzzword qui aussi n'a pas échappé aux cybercriminels. On sait que les cybercriminels restent très attentifs aux évolutions des métiers, des technologies, pour pouvoir s'approprier aussi ces différents éléments et en profiter de manière plus malveillante. Alors, on a un défi aussi, c'est en 10 minutes, vous parler de la blockchain et d'essayer de vous faire comprendre aussi ce qui est derrière ce concept, cette technologie. Donc, on a fait un certain nombre de raccourcis dont tout de suite je m'excuse vis-à-vis des gens dans la salle et vis-à-vis des gens sur Internet s'ils nous regardent, pour faire passer les messages les plus forts par rapport à l'évolution technologique qui est derrière. Alors la blockchain, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est ni plus ni moins qu'une technologie qui va nous permettre de stocker et de traiter des données de manière très décentralisée. Et ce, sans aucune autorité de contrôle. Vous avez un schéma ici qui essaye de résumer cette situation. Et donc finalement, on voit qu'il y a plein de nœuds qui composent une forme de réseau et qui vont être capables de traiter et de stocker des données. Alors, les caractéristiques principales, c'est que c'est distribué, on le voit, il y a tous les points bleus là, amènent cette distribution, et chaque membre du réseau, finalement, a l'intégralité des informations. C'est quelque chose qu'on qualifie d'incorruptible, parce que les mécanismes de fonctionnement sous-jacents à cette technologie, finalement, reposent sur des principes de mathématiques, de cryptographie, qui font qu'elle garantit par défaut son intégrité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas la modifier sans que ça se voie. On ne pourra pas ajouter, enlever des éléments sans qu'il y ait une incohérence qui se crée. Et puis, il y a ce principe clé de l'autonomie, c'est-à-dire que le réseau vit par lui-même une fois qu'il a été lancé. Il n'y a aucune autorité centrale qui garantit le rôle de tiers de confiance. Un point important, c'est que finalement la blockchain, c'est une technologie, et donc on peut avoir quasiment autant de blockchains qu'on veut. À chaque fois, on va pouvoir créer des nouvelles blockchains. Vous connaissez Bitcoin. Bitcoin utilise une blockchain, mais il y a plein d'autres qui ont été instanciées tout au long de l'année. Et on va voir, finalement, celles qui ont été la cible d'un certain nombre de cybercriminels. Après cette introduction, rentrons dans le vif du sujet. Parce que la blockchain, en 2016, elle a montré un certain nombre de faiblesses. Trois grandes faiblesses qu'on a résumées ici. La première, c'est sur son écosystème, ce qui entoure finalement cette technologie. La deuxième, c'est l'attaque 51%, qui est finalement basée, on le verra, sur l'existence même de la blockchain et de son côté distribué. Et puis la dernière, c'est les défauts de conception et d'implémentation, qui existent dans toute technologie et qu'on retrouve ici clairement dans la blockchain. Alors, premier des cas, les attaques qui ont touché l'écosystème. Parce que, je le disais, la blockchain, mathématiquement, théoriquement, oui, c'est normalement incorruptible. Mais par contre, la blockchain, elle a un écosystème. Vous allez, vous, en tant qu'utilisateur, avoir un PC qui va accéder à différentes blockchains. Vous allez utiliser des services web qui vous relient à la blockchain ou aux différentes blockchains. Et bien finalement, c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de vulnérabilités. On va avoir des vulnérabilités, par exemple, sur les clés qu'on utilise pour accéder à cette blockchain, parce que finalement, cette clé, bien souvent, c'est un simple fichier qu'on peut avoir sur un ordinateur, et donc qui peut être volé, comme est volé tout autre fichier. On a aussi, je l'évoquais, des services web qui permettent de faire des transactions, d'acheter de la monnaie, par exemple Bitcoin, etc. Mais ces services web peuvent être aussi la cible d'attaques. Et puis, on a des fois des services externes qui se relient à des blockchains, alors soit pour très simplement les ordinateurs qui vont être utilisés pour faire fonctionner la blockchain, mais aussi des fois des sources de données qui vont alimenter les blockchains. Donc tout ça peut être la cible d'attaque. Il y a une attaque majeure qui est considérée comme la deuxième plus grosse attaque sur la technologie blockchain et sur le Bitcoin pour le coup. C'est celle qui a touché Bitfinex. Bitfinex, c'est une plateforme d'échange finalement qui garantissait, qui proposait de pouvoir échanger des bitcoins avec d'autres monnaies électroniques reposant sur aussi des principes de blockchain. Mais cette plateforme, elle a été piratée et en 3 heures, les cybercriminels en question ont volé pour en gros 70 millions de dollars de monnaie électronique. Ils l'ont fait en attaquant justement l'écosystème technique de la plateforme. Alors, la société n'a pas encore communiqué officiellement sur les causes de l'attaque. Ce qui circule, c'est que c'est sur les systèmes, les API, pour les plus techniques, les systèmes qui lui permettaient d'échanger justement des informations de sécurité avec d'autres plateformes. Eh bien, c'est ces systèmes-là qui ont été visés. C'est-à-dire, ce n'est pas le cœur de la blockchain, mais c'est ce qu'il y avait autour. Voilà. Chose intéressante, la perte de 70 millions de dollars,
finalement, ils ont décidé de la répartir entre l'ensemble des clients de cette plateforme. C'est-à-dire pas uniquement ceux qui avaient été touchés directement, mais l'ensemble des clients. Pourquoi? Parce que s'ils ne le faisaient pas, il pouvait aussi y avoir un risque, finalement, de dépôt de bilan de la plateforme d'échange et donc de perte globale. Donc voilà, il y a des moyens aussi, et après, pour ceux qui veulent creuser, ils ont trouvé des moyens, quelque part, aussi de redonner en échange de ce qui avait été volé une nouvelle monnaie virtuelle. Dans ces écosystèmes-là, on peut imaginer plein de nouvelles manières de gérer aussi les incidents. Deuxième axe, l'attaque 51%. Alors vous allez me dire 51%, mais qu'est-ce que c'est? Finalement, on l'a vu tout à l'heure, la blockchain, c'est une technologie qui repose sur un réseau distribué. Finalement, l'information est copiée partout. Le concept de l'attaque 51%, ou 50,1% pour les plus précis, c'est quand on a un attaquant qui arrive à prendre le contrôle, la main finalement, sur plus de 50% du réseau, et donc de détenir la majorité, et donc de pouvoir réaliser des actions en écrasant quelque part les autres membres du réseau. De manière la plus simple possible, on pourrait le dire comme ça. Et donc, c'est des attaques qui, à un moment, paraissaient très théoriques, on savait, oui, que ça pouvait arriver. Et bien, en 2016, elles ont réellement eu lieu. Il y a même un groupe, vous voyez le nom ici, 51 Crew, qui s'est spécialisé dans cette attaque 51% et qui a visé de nombreuses structures qui étaient des structures plutôt en démarrage, et en particulier la structure Krypton. Alors, comment marche une attaque 51%? Accrochez-vous, vous êtes bien assis? D'accord. Vous voyez le petit schéma en haut à droite, il y a un certain nombre d'éléments qui s'enchaînent les uns après les autres et qui sont liés les uns aux autres. C'est pour ça qu'on parle de blockchain, c'est parce que c'est une chaîne de blocs. Et en fait, ce que sont capables de faire ces attaquants, c'est à un moment, ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à créer une chaîne de blocs alternatifs. Sans être connectés au réseau, ils l'ont fait sur leur ordinateur et en achetant de la puissance à l'extérieur. Donc, ils ont créé une chaîne alternative, les blocs orange que vous voyez en bas, à côté du petit symbole de cybercriminel. Et puis, ensuite, ils ont lancé une attaque en déni de service sur les membres du réseau qui composaient cette blockchain, pour finalement les faire disparaître du réseau, et eux, avoir d'un seul coup suffisamment plus de puissance, par leur puissance, eux, qui n'est peut-être pas très élevée, mais ils ont tué les autres, avoir suffisamment de puissance pour pouvoir brancher leur chaîne malicieuse sur la chaîne nominale. Et au final, eh bien, ils ont réussi à faire passer des fausses transactions, ils ont réussi à détourner de l'argent et à remettre en cause le modèle de fonctionnement même de la société crypto. Voilà, des attaques qui étaient considérées théoriques, aujourd'hui sont bien réelles, on le voit. La limite, c'est qu'il faut quand même avoir une puissance de calcul forte, donc les réseaux les plus établis, les plus gros, comme effectivement le Bitcoin, sont encore à l'abri de ça, mais ils ne sont plus à l'abri théoriquement, ils sont à l'abri par la taille de leur réseau, même si des fois on frise la limite potentiellement des attaques 51%. Il y a un moment où ça a été un peu dépassé pour les puristes. Voilà pour l'attaque 51%. Troisième attaque, troisième faiblesse, vous allez voir c'est un peu plus simple heureusement. Là on retombe sur un sujet qu'on connaît tous, les programmeurs, une variable pas infaillible. Oui, ceux qui développent des systèmes font des erreurs. L'erreur est humaine, hein, n'oublions jamais, on accuse toujours les développeurs de faire des erreurs. Bon, voilà, je pense que si on était tous développeurs, à un moment ou à un autre, on pourrait faire des erreurs. Des erreurs plus ou moins graves et des erreurs plus ou moins latentes. Alors, ces erreurs, forcément, les attaquants, ils en profitent. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est peut-être l'événement majeur de la technologie blockchain sur l'année 2016. C'est une attaque qui a touché une blockchain, en particulier, qui est la blockchain Ethereum. Alors là, cette blockchain, elle a la capacité, cette technologie-là, la capacité à pouvoir aussi exécuter des applications dans la blockchain. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, créer un programme qui dit si la météo à Amsterdam fait plus de 20 degrés au 15 avril, alors je verse 10 $ à Monsieur X. Voilà. Et ce bout de code-là, cette action, je peux la mettre dans la blockchain, après elle est répliquée partout, et elle sera exécutée automatiquement par la blockchain sans aucune action humaine. Ça, c'est le concept, ce qu'on appelle des smart contracts. Alors, on se reviendra sur le terme contract qui est complètement contourné là, parce que ce n'est pas du tout des contracts, c'est des contrats, c'est des programmes informatiques. Et Ethereum et l'écosystème autour a un principe qui dit le code, c'est la loi. C'est-à-dire ce qui a été codé, ce qui a été mis dans la blockchain devient la loi. Et on va voir que quelque part, ça s'est un peu retourné contre eux, dans une affaire en particulier qui a touché The DAO. Alors le DAO, c'est des personnes qui ont utilisé les capacités d'Ethereum pour créer un fonds d'investissement participatif et mutualisé, et complètement automatique. C'est-à-dire que chacun
peut-être certains d'entre vous dans la salle, pouvaient verser de l'argent à ce fonds et vous pouviez lancer une demande sur ce fonds en disant, ben voilà, je souhaite lancer un projet de financement pour une association caritative en Afrique, est-ce que vous voulez me donner de l'argent? Et le système de vote était automatique, et en fait la majorité décidait de l'investissement. Ça c'est le concept de base, complètement automatisé, il n'y a pas un serveur central, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait finalement prendre la main, on était vraiment dans le concept de cette blockchain extrêmement répartie. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette idée-là, elle a eu un gros retentissement extrêmement positif. Imaginez un système d'investissement participatif, sécurisé, où personne n'a la main, personne ne peut faire de fraude, etc. Ça fait rêver. Donc en quelques semaines, ils ont réussi à lever plus de 150 millions de dollars dans ce fonds complètement virtuel sur Ethereum, sur la blockchain Ethereum. Bon démarrage donc. Malheureusement, début juin, on découvre qu'il y a un bug qui existe sur les technologies Ethereum, qui permet finalement d'arriver à réaliser des actions les unes à la suite des autres sans que ça s'arrête. C'est ce qu'on appelle ici un bug d'appel récursif, c'est-à-dire on est capable de faire plein d'opérations les unes à la suite des autres sans que la condition que ça s'arrête soit remplie. Ça fait un peu de buzz. Les fondateurs du DAO et d'Ethereum répondent en disant non, non, pas de problème, on voit ce bug, il ne peut pas y avoir d'impact. On est le 12 juin. Je pense que vous imaginez tout de suite la suite de l'histoire. C'est qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui se sont dit ok, ils ont peut-être dit ça, mais si on pousse encore plus loin, si on creuse encore plus loin, et donc des personnes malveillantes, on réussit finalement à trouver que cette vulnérabilité pouvait être utilisée dans le cadre de ce fonds d'investissement participatif. Et le 17 juin à 10 h, ils ont lancé l'attaque contre The DAO. Ils ont lancé cette opération. Ils ont réussi à détourner plus de 50 millions de dollars, finalement en faisant ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des mouvements d'argent qui normalement devaient s'arrêter à un moment s'il n'y avait plus d'argent sur un compte. Mais en fait, la vérification du montant restant sur le compte, eh bien, elle n'était pas effectuée. Et ça revenait à faire le virement. Je fais un virement, 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 etc. Normalement, c'est je fais un virement, je vérifie si j'ai le solde. S'il n'y est pas, je m'arrête. Et donc, ils ont réussi finalement à vider virtuellement le compte, en tout cas à voler 50 millions de dollars de cet argent qui était présent dans la blockchain. Et là, ça a créé un grand débat, parce que je disais tout à l'heure, la philosophie derrière cette technologie, derrière The DAO, c'était de dire tout est automatique. Et donc finalement, ce qui est arrivé là, cette attaque, elle est due au fait qu'un développeur avait fait du code qui n'était pas suffisamment de bonne qualité. Donc finalement, ce n'est peut-être pas une attaque, c'est juste une utilisation du système tel qu'il avait été conçu. Est-ce qu'on est vraiment face à un cas malveillant ou pas? Et ça a extrêmement animé la communauté autour de ça, qui a imaginé plusieurs scénarios. Le premier, c'est effectivement ne rien faire. Eh bien, on a fait du mauvais code, on s'est fait avoir, c'est notre faute. Parce qu'on avait décidé que le code, c'est la loi. Le code n'était pas à la bonne, et bien voilà, on paye les conséquences de ça. Il y avait un deuxième scénario, qui est le scénario de faire un hard fork pour les techniciens, qui consiste à dire, oulala, là il s'est passé quelque chose de pas correct, entre guillemets, je rebobine le temps, je rétablis la situation telle qu'elle devrait être, et on oublie tout ça. Et il y avait un troisième scénario, le soft fork, donc moins violent, qui consistait à dire, je bloque les fonds dans un endroit bien particulier, et on va décider de ce qu'on fait. Bon, il s'est avéré qu'effectivement, ne rien faire posait un vrai problème par rapport à The DAO, parce qu'il y avait une perte de confiance globale, parce que l'argent pouvait continuer à être volé, donc c'était la fin, tout simplement. Le troisième scénario, il manque les éléments à côté, lui n'a pas pu être fait, parce qu'on a découvert que finalement, l'ajout de ce qui aurait permis de bloquer les fonds, eh bien, mettait aussi à risque la blockchain dans son Ethereum, dans son ensemble. Cette solution-là n'a pas été retenue, et donc finalement, il y a eu, le 30 juin, la décision de faire un hard fork. Donc la communauté, quand même, a voté pour revenir en arrière, quelque part, je simplifie un peu, mais revenir en arrière et rétablir la situation telle qu'elle devait être. Donc voilà, c'est pour cette histoire-là. La blockchain, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'est une technologie qui est quand même assez controversée. Controversée, pourquoi? Parce qu'elle permet de la décentralisation, donc c'est très bien, il n'y a plus d'autorité de contrôle, mais par contre, elle a quand même des impacts forts cette décentralisation en termes de performance. La blockchain, on le sait, a du mal à aller aussi vite que des systèmes métiers spécifiques. En termes d'écologie, finalement, on le sait assez peu, mais ça coûte extrêmement cher de faire fonctionner des blockchains. Deuxième aspect, la blockchain a un point très fort, c'est la transparence, parce que tout le monde peut voir toutes les transactions.
Sa limite, c'est qu'il y a quand même de la confidentialité derrière dont elle peut manquer par moment. Le troisième aspect, c'est qu'elle a cette confiance répartie par un ensemble de nœuds qui peuvent être n'importe où dans le monde et qui peuvent être n'importe qui, ce qui pose évidemment des problèmes de réglementation et des problèmes juridiques assez importants. Ce qui fait une transition avec Garance sur ce sujet-là. Merci beaucoup.